Oh merde! C'est chez moi. Vous savez très bien que quand je commence mes vidéos comme ça, en me moquant légèrement du film, c'est que je vais pas dire que des choses gentilles dessus. Je l'avais fait pour le 3e volet de la 7ème compagnie, je l'avais fait plus récemment pour Papy fait de la résistance, et pour Le Cerveau, j'ai vraiment cru, durant au moins 3/4 d'heure pendant lesquels j'ai regardé le film très péniblement, que j'allais le démonter. Attention. Tant les 45 premières minutes de ce film de Gérard Houry sont d'une telle nullité, mais nullité telle que je n'avais jamais vue, mais jamais, au-delà de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, c'était nul, mais c'était nul à chier. Faut appeler un chat, les 45 premières minutes du Cerveau sont monstrueusement nulles. Entre une évasion de Belmondo à laquelle tu ne crois pas du tout, puisqu'ils creusent des tunnels l'un au-dessus de l'autre sans que ça ne s'écroule jamais, et où ils doivent sortir à peu près 1 tonne chacun de terre, mais qui ne sortent jamais des tunnels, parce que normalement quand tu creuses un tunnel, t'as de la terre qui pose problème. N'est-ce pas? Faites sauter la banque. N'est-ce pas? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? There was more dirt than I anticipated. Disposing of it was becoming tricky business. Dans 2 versions de comment creuser un tunnel qui sont parfaitement réussies. Mais alors là... Enfin, coucou. Mais pourquoi il dit plus coucou? Entre ça et ce mec, le Cerveau, qui... C'est tellement nul, cette blague à répétition de la tête lourde qui penche sur un bruit de glaçon. Mais on n'a pas 5 ans, quoi, Gérard Houry. Pour moi, le Cerveau, c'était vraiment, dans mes souvenirs, ce que Gérard Houry fait quand il est tout seul et qu'il n'a pas de finesse. À savoir des gags d'un lourd. Mais d'un lourd, ça m'a tellement gonflé. Bon, fais chez moi. Mais, au bout de 3/4 d'heure, le film décolle et propose quelque chose. Donc je revois un peu mon jugement. Le Cerveau n'est pas qu'une merde, en tout cas pas sur la durée, parce que la 2e partie du film sauve la première. Bravo, Aléton. J'ai rien à faire, moi. On va en parler ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, première partie, pourquoi le cerveau, quelle est l'idée, l'écriture, le tournage, les anecdotes. Et dans une 2e partie, on décortique le film ensemble. Si le programme vous convient, on est parti. Le succès historique de La Grande Vadrouille a donné des ailes à Gérard Houry, qui bénéficie maintenant d'un budget illimité pour son prochain film. Mais s'il compte bien battre le fer tant qu'il est chaud avec son duo d'acteurs fétiches, il ne souhaite pas l'user pour autant. Il leur propose l'idée de la parodie de Ruy Blas, qui deviendra La Folie des Grandeurs, à laquelle Gérard Houry pensait depuis 1961, et Louis de Funès, comme Bourvil, accepte de se retrouver en 69 pour une sortie prévue en 1970. En attendant, Gérard Houry souhaite tourner un autre film, toujours avec Bourvil, mais également avec un jeune acteur que le réalisateur appréciait tout particulièrement à l'époque, Jean-Paul Belmondo, estimant que le physique athlétique de l'acteur pourrait amener son comique à aller dans une nouvelle direction et se marierait très bien avec le côté empoté et naïf de Bourvil. En ce qui concerne l'histoire du film, Gérard Houry a déjà une petite idée. Il avait été marqué en 63 par l'attaque du train postal Glasgow-Londres, considéré à l'époque comme le casse du siècle. D'un autre côté, le déménagement du siège de l'OTAN en 66,
que le général de Gaulle avait décidé de quitter, a été son autre source d'inspiration. Il imagine en effet un transporteur de fonds secret de l'OTAN de Paris à Bruxelles et que ce convoi spécial va être attaqué simultanément par deux groupes sans qu'elle le sache ni l'une ni l'autre. Deux professionnels étrangers d'un côté, dont le cerveau, associé à un mafieux italien, et deux Français, plutôt nigauds, bien de chez nous. Ça alors. De par cette trame principale, de nombreux gags fusent dans l'esprit de Gérard Houry. Sans doute un petit peu trop de gags à la fois, il s'agissait de les canaliser, de prendre les bons, d'enlever ceux qui étaient moins bons, de les hiérarchiser pour en faire un scénario crédible. Le trio de la Grande Vadrouille se réunit alors, à savoir Gérard Houry, Marcel Julian et Daniel Thompson, qui reviendra de New York exprès pour l'occasion, de mars 67 jusqu'à décembre de la même année. La difficulté en ce qui concerne l'écriture réside dans la complexité d'écrire pour 4 personnages, qui devront avoir chacun leur développement, tout en voulant un film spectaculaire, ayant lieu sur plusieurs pays différents, en alternance, avec des scènes ou des décors jamais vus à l'écran, bourré de gags visuels. Et c'est un des reproches que je peux faire au film, surtout dans sa première partie que je déteste tant, c'est que je n'aime pas les films à gags dont les gags n'ont pas vocation à faire avancer l'histoire ni les personnages. Il faut différencier film à gags de comédie. Les comédies parlent d'histoires souvent tragiques en essayant de les détourner d'une manière comique. Les films à gags, c'est Bip Bip ou c'est Tom et Jerry avec un gag toutes les 10 secondes, ou alors y a-t-il un flic ou y a-t-il un pilote dans l'avion par exemple, où le but du jeu c'est de rire toutes les 10 secondes avec un décalage à l'écran. Bingo. Lui, Gérard Houry, pour ce projet-là, il voulait quasiment faire une bande dessinée jubilatoire, et d'ailleurs, il y a un passage en dessin animé dans le film. Le colonel Matthews. Hey, Ça montre à quel point il était en roue libre à ce moment-là. Une bande dessinée où tout serait permis, mais pour moi, une bonne comédie et un bon film ne peuvent pas reposer que sur les gags. Et heureusement, il n'y a pas que ça dans le film. Même s'il faut attendre 3/4 d'heure pour s'en rendre compte. Au final, le scénario exigera, d'un point de vue matériel, 2 trains blindés, des hélicoptères, une panthère, un aquarium géant qui se brisera. J'étais aussi là d'ailleurs ce jour-là au studio où il y avait l'énorme baie vitrée avec l'aquarium qui se déversait, bien entendu une seule prise, 3, 4, 5, 6 caméras, je me souviens plus très bien ce jour-là parce qu'on ne pouvait pas le faire 2 fois, bien entendu. Le décor de Jean-André envahi par les flots, tout ça était des choses, tout était très difficile. Une voiture coupée en 2. Une statue de la liberté géante, à destination de New York, embarquée par le luxueux paquebot transatlantique, le France. On en a même parlé la semaine dernière dans le journal à New York du France. Comme quoi les vidéos s'enchaînent pas tout à fait par hasard. Mais en termes de déjà-vu, selon Gérard Houry, montrer le France, du Havre ou depuis le France, jusqu'à New York, c'était pas inédit. Cruchot l'avait fait. En tout cas, tout ça va coûter cher. Très cher. Mais cette fois-ci, c'est pas un souci parce que Alain Poiré, producteur à la Gaumont, ami de Gérard Houry, ne va pas faire la même erreur que d'avoir refusé le Cornio, projet auquel il ne croyait pas à l'époque, qui a été produit par Robert Dorfman, comme La Grande Vadrouille. Cette fois-ci, c'est pour lui. Manque de bol, ça n'a pas marché autant. Mais étant donné que Gérard Houry était considéré comme le réalisateur français numéro 1, en 2 films, chapeau l'artiste, c'était le Final Cut. À condition de s'associer avec des producteurs étrangers, parce que la Gaumont ne peut pas supporter ça toute seule, surtout avec les cachets du comédien principal, très exigeants. Ce sera la Paramount pour les États-Unis qui signera pour le film dès février 68. Le casting est assez rapidement bouclé. David Niven jouera le cerveau, et Eli Wallach, qui vient de triompher dans Le Bon, la Brute et le Truand, jouera le mafieux italien, avec qui Gérard Houry avait sympathisé 10 ans auparavant sur un autre tournage. Gérard Houry se rend comme à son habitude chez Bourvil pour lui lire le scénario, il le fait pour chacun de ses acteurs, le récitant tel un autre acteur afin de le faire vivre, tandis que Daniel Thompson, bilingue, retourne à New York pour la prévision de la sortie américaine, notamment sur la partie doublage. Georges Delerue reprend du service depuis le Cornio, et tout avance assez bien, pour un tournage qui doit débuter en mai 68. Mais j'imagine que vous sentez le problème venir. Mai 68, qui sera aussi le sujet de la vidéo la semaine prochaine, le gendarme se marie. Comme tout est beau, comme tout s'enchaîne bien, c'est trop bien. Il y a un petit peu de hasard quand même. Mai 68,
Avec cette France paralysée, les universités qui s'arrêtent, les barrages sur les routes, impossible de tourner. Les trains, enfin tout, les routes, tout Paris et évidemment toute la France dans un état en plus d'incertitude, ce qui pour le départ d'un film est pire que tout. Donc se dire on va être obligé d'arrêter en cours de route, on ne pourra pas continuer, il va y avoir des grèves, il va y avoir des blocages sur les routes. Enfin c'était absolument impossible. Donc en effet, tout à coup il y a eu une période de flottement où le film a failli ne plus se faire. Le tournage est donc reporté à juillet 68. Mais le tournage se passe très bien, avec un David Niven amusé d'avoir un cerveau trop lourd, et qui offrira d'ailleurs à Gérard Houry la réplique d'un Oscar à la tête penchée. Je pense que ça a été un tournage très dur. Je crois qu'il y a eu des difficultés, mais qui sont les difficultés de tous les tournages et qui sont évidemment multipliées par le fait qu'on est dans un film avec beaucoup de figuration, avec une grosse mise en scène. L'entente est également idyllique entre Bourvil et Belmondo, qui avaient déjà tourné ensemble 10 ans auparavant, dans un drôle de dimanche, bien que Belmondo débutait à cette époque. Mais durant le tournage de certaines scènes, Bourvil se plaint du dos à plusieurs reprises. Il a même un accident au moment où il doit tourner la scène, durant laquelle il court aux côtés de Belmondo le long d'un train en marche. Une douleur que Bourvil ressentait depuis sa chute de vélo sur un tournage l'année précédente. Il y a eu une alerte le jour du tournage où ils attrapent un train en route, ce qu'il a fait, et il avait mal au dos. Il a eu mal au dos. Mon père s'est dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, mais enfin en même temps c'était finalement tout à fait normal et ça pouvait arriver à n'importe qui de se balancer une sciatique ou un tour de rein pour un tournage pareil, surtout que comme d'habitude, bien entendu, il y a plusieurs prises et qu'il a fallu le faire. Et que, encore une fois, tout ça n'est pas truqué. Il grimpait vraiment sur ce train en route. Et puis, Bourvil était quelqu'un d'extrêmement sportif, de très balèze. Et vraiment, je pense qu'à l'époque, enfin, j'en suis pratiquement sûr, il ignorait encore la gravité de la maladie. Ça a été cette première alerte. Jamais une seconde, on aurait pu imaginer qu'il allait tomber si gravement malade et partir si vite. On en a parlé sur la vidéo sur la folie des grandeurs. On avait fait un focus sur Bourvil et sur sa maladie, son cancer de la moelle osseuse très précoce, qui nous l'a enlevé aussitôt, la vie vraiment parfois dégueulasse. Et je vous avais parlé d'avant-première du film, où quelques heures avant, Gérard Houry avait envoyé Bourvil voir son médecin personnel parce qu'il voyait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que ce médecin va lui diagnostiquer ce cancer de la moelle osseuse et qui lui dit cache au téléphone que la folie des grandeurs, c'est même pas la peine d'y penser parce que d'ici 1 an ou 2 maximum, Bourvil ne sera plus de ce monde. Une avant-première particulièrement glauque et sinistre pour Gérard Houry qui mettra dans la confidence sa fille Danielle Thompson alors qu'ils étaient assis juste derrière Bourvil et Louis de Funès qui était venu pour l'occasion pour l'avant-première en sachant tous les deux pertinemment qu'ils les voyaient pour la dernière fois ensemble dans cette avant-première et que, probablement, sauf erreur médicale, le projet de la folie des grandeurs serait compromis. Tragique, surtout pour un homme qui a toujours été dans la joie de vivre, parce que Bourvil, c'était ça. 5 millions de spectateurs en salle se déplaceront pour Le Cerveau lors de sa sortie en mars 69. Le deuxième plus grand succès de l'année tout de même, d'ailleurs il était une fois dans l'Ouest, mais devant Hibernatus par exemple. Un bon résultat. Mais cela reste une déception pour Gérard Houry, comme pour les producteurs, qui s'attendaient à des résultats se rapprochant au moins du corneau. Les critiques sont également assez mitigées, reprochant au film un côté fourre-tout, trop riche en surenchère d'événements, qui prend parfois le pas sur le scénario. Ce que Daniel Thompson reconnaît d'ailleurs, avec le recul, admettant que peut-être son père avait eu d'un seul coup un peu trop de jouets sous la main en même temps. À noter aussi que David Niven n'était pas très heureux sur le tournage, en étant assez isolé sur le plateau, car il ne comprenait pas qu'il n'était pas la seule tête d'affiche du film. La seule tête d'affiche du film. Celle-là au moins elle est bonne.
Si tu voulais faire des blagues sur des têtes, au lieu de tout concentrer sur... tu pouvais faire le jeu de la grosse tête, tu pouvais faire le jeu de la prise de tête. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. T'avais plein de jeux de mots à faire, beaucoup plus habiles que des gags bien lourdeaux. Sinon, je me mettrais dans le beau drap. Mais cette prise de tête... cette prise de tête allait même jusqu'à la sortie du film, au niveau des affiches du film prévu. Parce que David Niven voulait être en premier aux États-Unis pour la sortie du film, et c'était Belmondo et Bourvil qui devaient être premiers sur les affiches en France, en Suisse et en Belgique, dans les pays francophones. Mais comme David Niven vivait en Suisse à l'époque, il va exiger qu'au niveau de la Suisse, il soit aussi en premier sur l'affiche. Sinon, il ne tourne plus. Ils vont devoir négocier en catastrophe avec Belmondo et Bourvil pour qu'ils disent oui, pour que David Niven soit en tête d'affiche sur l'affiche de la Suisse, pour que le tournage puisse reprendre. Bonjour l'ambiance. Passons à la critique du film. J'ai toujours considéré que Le Cerveau, c'était le premier exemple de ce que Gérard Houry ne pouvait pas faire s'il n'avait pas un De Funès talentueux et perfectionniste en face de lui. Alors attention, il le dirige très bien, faut le canaliser De Funès. Mais tous les films, mis à part La Zézasse, dans lesquels il n'y a pas De Funès, comme Le Cerveau, ou comme La Soif de l'Or, ou comme beaucoup d'autres, dont on parlera un jour, ce sont des quarts de films de Gérard Houry. Il reste quasiment plus rien d'exploitable là-dedans, surtout avec le recul. Pardon, monsieur. C'est pas là, la cellule 34? Ah non, ici c'est le 108. Le 34, c'est à côté. Le Cerveau, c'est beaucoup moins bien que Le Corneau et la Grande Vadrouille, et c'est beaucoup moins bien que les deux films qui vont suivre, La Folie des Grandeurs et Rabbi Jacob. C'est un fait. Ou alors, argumentez pourquoi en commentaire, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui préfère Le Cerveau aux quatre que j'ai cités. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat. Donc Le Cerveau, je l'avais vu qu'une fois à l'époque quand j'étais jeune, et je l'avais pas aimé, mais je l'avais vu jusqu'au bout, lui. Et j'ai jamais eu envie de le revoir. Si je l'ai revu, c'est pour vous. Parce que j'avais des souvenirs de gags hyper lourds, j'avais des souvenirs de... Et puis en plus, le film commence comme ça. Le film commence par un gag bien nul, qu'on fait au moins 10 fois, pour montrer que, hey, c'est nul, Cerveau. Oh là là, que c'est nul. Surtout avec ce bruitage. Qu'il ait la tête qui penche. Je veux bien que ça en amuse quelques-uns, qu'il ait la tête trop lourde, qu'il ait le cerveau trop lourd, pour que sa tête reste droite. Mais de là, rajouter ce bruitage débile, il fait quoi? Il se pète la nuque à chaque fois qu'il fait ça? Enfin, c'est... Attention, il y a une marche. J'ai pas d'explication. Me dites pas que c'est bien, s'il vous plaît, pour le coup... Bref... Et puis en plus, en tant que spectateur français, j'avais pas envie de suivre Le Cerveau ou ce mafieux italien, ça ne m'intéressait pas, et pourtant le film essaie au début de te montrer les quatre. Et du coup, quand tu veux voir juste Bourvil ou Belmondo, et encore, c'est pas leur meilleur personnage, je trouve qu'ils aient jamais interprété, mais quand tu veux rester avec ces deux-là, et que tu es obligé d'alterner entre plusieurs pays au départ, ben moi ça me casse le rythme et je rentre pas dans le film. Nice little fellow. Ne touchez pas, il est mort. Imbécile, ça suffit. Je rentre pas dans le film parce que la scène d'intro avec Le Cerveau me gonfle. Je ne rentre pas non plus dans le film parce que la scène de l'évasion me gonfle. Encore une fois, tu ne peux pas creuser des galeries sous la terre sans avoir de terre à évacuer. Et c'est pas parce que c'est une comédie qu'il ne doit pas y avoir de sens et de logique pour qu'on y croie. Je ne crois pas non plus qu'on puisse creuser un tunnel avec des petits bols là qui tournent sur eux-mêmes. Coucou. Je ne pense pas qu'on puisse se passer au-dessus, même si le plan est original, il voulait cette idée-là, mais s'il y a 1 mètre entre deux et que t'es au-dessus, ça se casse la gueule et celui qui est en dessous, il est mort. Hein. D'ailleurs, je pense que les deux, ils sont morts. Donc je ne rentre pas dans le film, parce que la première partie du film, c'est soit des choses auxquelles je ne crois pas, soit ce sont des gags hyper lourdingues. On fait chez moi. Comme le lit qui est dans la camionnette. Alors super, un lit dans un véhicule qui roule, forcément il va bouger. Donc tu vas voir ce qui se passe quand le véhicule va trop vite. Tu vas voir ce qui se passe quand le véhicule va pas assez vite. Tu vas voir ce qui se passe quand le véhicule est sur des bosses. Tu vas voir toutes les situations possibles d'un lit dans une remorque. Quand je monte une opération, ça réussit toujours, non? Appelle-toi en ado, dans la plaine des Jarres. Et on va essayer de faire rire avec tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Super, c'est drôle. Oh là 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 là, mais c'est... Au niveau de l'écriture, j'imagine vraiment Gérard Houry se dire « Putain, j'ai une idée, on va mettre un lit dans un truc qui roule et on va faire tous les gags possibles là-dessus. »
Et on va aussi faire tous les gags possibles sur un fauteuil gonflable sur une piscine. On va le dégonfler, puis après il va se regonfler. Le mec il va se lever du fauteuil en oubliant qu'il est sur une piscine et plouf, il va tomber dans l'eau. C'est trop drôle. Juste pour faire tous les gags exploitables possibles autour de cette piscine et de ces fauteuils. C'est écriture gamin de CM2. Et j'exagère pas. S'il n'y avait pas eu cette nana qui avait fait son striptease particulièrement réussi, où tout le monde la regarde et tout le monde la ferme et tout le monde arrête de dire des conneries, j'aurais éteint, même malgré la vidéo, j'aurais pas pu supporter parce que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû faire une pause tous les quarts d'heure, au moins 3 fois au début du film parce que c'était nul. Mais la nana qui fait son petit striptease et qui va sous la douche, j'ai arrêté de me plaindre, j'ai regardé. Et je pense que c'est elle qui a sauvé le film au début. Seulement voilà, à un moment donné du film, il décolle. Ouf, sauvé. Vous savez à qui vous parlez? Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier. André, regarde! Il pleut chez moi, monsieur! Il décolle à quel moment? La première scène qui est pas trop mal, c'est quand Belmondo s'incruste chez le cerveau avec toutes les conséquences que ça a, l'aquarium qui se pète et qui du coup inonde le salon et fait des infiltrations d'eau chez le voisin du dessous qui se plaint et qui appelle Belmondo alors qu'il n'habite pas là, mais qui se fait passer pour le cerveau histoire de s'amuser un peu et qui insulte le voisin du dessous alors que c'est lui qui fout la merde. Ça c'est le Belmondo un peu impétueux, c'est le Belmondo un peu rebelle, c'est le Belmondo mauvais garçon qu'on aime bien voir. Enfin ça a pris un peu de sens, même si ils allaient forcément nous mettre un gag bien lourd. Si tu as de l'eau dans un salon, il faut faire tomber quelqu'un dans l'eau, sinon c'est pas drôle. Ouais, franchement, je sais qu'il y en a qui vont vouloir me démonter parce que j'ose parler du cerveau, en pas forcément super bien, mais vous allez pas me dire que ça c'était drôle. Ou que ça c'était drôle. Ou que ça c'était drôle. Ou ça. Qu'on me le retire, je veux le voir! Non. Par contre, là où le film prend son envol définitif, c'est dans la scène très ingénieuse du train à prendre en marche, train qui arrive vers Bourvil et vers Belmondo, mais on ne sait pas quelle voie il va prendre parce qu'ils sont sur des échangeurs, donc toutes les voies font des croisements comme ça, et on ne sait qu'au dernier moment quelle voie va prendre le train pour qu'on puisse monter dessus. Ça, c'est bien vu. Ah non, il va à gauche! Ah bah oui. Ouais, il va à gauche. Toute la séquence du train d'une manière générale, moi j'aime bien les films qui se passent sur des trains, même si c'est un petit peu lourd, encore une fois, et trop bizarre de voir le cerveau debout sur un train en marche, sans qu'il y ait le moindre vent, sans qu'il y ait le moindre vent contraire, sa casquette elle aurait dû se barrer. Mais c'est pas grave, c'est prenant, c'est drôle parce qu'on comprend quand le wagon explose devant et derrière par le cerveau, que Belmondo et Bourvil se disent que c'est grâce à eux et qu'ils percutent pas en fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire le même plan qu'eux au même moment. Ça c'est drôle. Bravo, Anatole! J'ai rien à faire, moi! C'est l'idée principale des Gérard Houry. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce double casse du train, il se passe rien dans ce film. Mais ça a du potentiel quand on y arrive. Le fait que Belmondo et Bourvil prennent les sacs d'argent, les jettent par-dessus le train, au pied du pont sur lequel ils sont, et qu'en bas, il y a les hommes du cerveau qui sont habillés en faux pompiers, qui pensent que c'est leur patron qui a balancé les sacs et qui vont les charger. Et quand le cerveau va se rendre compte que le wagon est vide, mais que quand il descend, il voit que les sacs sont chargés et que c'est pas lui qui les a pris, il va pas comprendre. Et quand Belmondo et Bourvil vont chercher les sacs en bas et qu'il n'y a plus de sacs, ils vont pas comprendre. Le potentiel comique, qui ne soit pas lourdingue, il était là. Et ça marche. C'est comme les faux pompiers qui tombent sur des flics qui ne sont pas des vrais flics mais des faux flics qui sont commandés par l'Italien qui veut reprendre l'argent et tu vas comprendre en fait qu'ils vont tous se tirer dans les pattes pour avoir le plus gros magot possible. Et le film démarre au bout d'1 heure. C'était pas des vrais pompiers? C'est pas des vrais flics non plus. La scène de poursuite avec tous les feux d'artifice, c'est pas mal aussi, même si l'allumage, par hasard, avec une cigarette perdue, avec un mégot perdu, c'est du Gérard Houry un petit peu lourd, mais la scène est visuellement assez intéressante.
Belmondo et Bourvil qui poursuivent le cerveau qui n'est pas le cerveau mais qui est l'italien en réquisitionnant une voiture de police en disant que eux-mêmes sont policiers et que les policiers se la ferment parce que du coup ils veulent essayer de rattraper tout le monde. C'est marrant aussi. Police. Suivez cette malle. Police, vrai. Franchement, à partir de ce moment-là, où l'histoire commence tout simplement, c'est tout ce que je demandais, le film devient digne d'un film de Gérard Houry. Mais tu comprends aussi que cette histoire de braquage d'un train par deux équipes différentes qui ne s'en doutent pas, t'avais peut-être pas de quoi tenir 1h30. D'où le remplissage de la première moitié du film avec des gags bien lourds. Merde, il est foutu, mon taco. Allô? Mais qui demandez-vous, mademoiselle? Toi alors? La Statue de la Liberté, c'est sympa aussi. Jusqu'au Havre, avec tous ces billets qui volent sur la foule, qui m'a fait penser à une scène de Batman de 89 avec le Joker. Même la fin du film est sympa, même si c'est frustrant que ce soit la fin. Le fait qu'ils arrivent aux États-Unis, à New York, et qu'ils comprennent qu'en fait, le colonel, c'est le cerveau, et qu'ils en rigolent tous les trois, et qu'ils se disent, tiens, on va faire un nouveau casse à New York, et que cette fois-ci, on va faire équipe. T'as envie de voir ça? Même si c'est frustrant de te dire que, boum, c'est fini. Alors qu'ils n'ont même pas posé le pied à New York. Au moins, gendarme à New York, on a été à New York. Là, on va juste voir la ville de loin. C'est terriblement frustrant. Ça donne envie de voir une suite, mais j'aurais préféré que le début soit moins long et soit moins lourd, et qu'on ait un acte 4 à New York, avec un autre casse, qu'on n'aurait peut-être pas vu jusqu'au bout. Mais j'avais envie de voir New York. Mais comme le film commence pour moi à la moitié, et qui se termine du coup à la moitié, eh ben j'en sors complètement mitigé de ce film. Ce n'est pas une merde tel que je le pensais, mais c'est un film moyen. Moyennasse. Sauvé par une très bonne idée d'histoire, mais qui ne fait pas un film en entier. Et j'ai même envie de rajouter que le duo Bourvil-Belmondo, c'est pas le meilleur duo que j'ai vu. Je trouve que c'est deux tempéraments assez semblables, à savoir qu'on a deux petits malfrats un peu losers, un peu franchouillards, dont un a des attitudes physiques qui font qu'il porte le duo à lui tout seul, mais ils ont un caractère tellement équivalent que t'as pas de confrontation. T'as pas de confrontation entre ce duo-là, ni avec l'autre duo étranger, mais même entre eux, c'est l'eau et l'eau. Ça fait de l'eau. Alors c'est agréable parce que c'est Bourvil et que c'est Belmondo, et que c'est un des derniers films de Bourvil, que c'est le dernier Bourvil avec Gérard Houry, mais en tant que duo d'acteurs, je trouve pas que ça prenne à l'écran. Ça prend sur le tournage parce qu'ils sont très bien entendus, mais c'est pas le duo que je retiendrai du cinéma français. Bourvil-Belmondo. C'est Bourvil de Funès. C'est un duo suffisant, mais pas mémorable. À l'image du film, qui est suffisant, mais pas mémorable non plus. C'est indigne de ce que Gérard Houry a pu faire avant et fera après, et c'est même limite malaisant quand il commence à se faire des propres hommages à lui-même, alors que Le Corneau et La Grande Vadrouille, c'était 2-3 ans avant. Refaire le coup de la bagnole qui sépare en deux pour faire un hommage à la scène de la 2 chevaux dans Le Corneau. Hé, Arthur! Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on irait tous les deux, hein? Bien? Ou remettre les mêmes plans de Bourvil et Belmondo qui sont à pied sur une grande route de campagne pour faire penser à la même scène de La Grande Vadrouille. Je veux bien que tu te rendes hommage dans les années 90 quand t'es un peu sur la fin, mais faire un hommage dans ton 3e film, faire un hommage de tes 2 premiers films dans le 3e, c'était pas indispensable. Ça montre soit que t'avais pas d'inspiration pour celui-là, soit que tu préférais ceux d'avant et que tu les regrettes. Moi, c'est l'image que ça m'envoyait. Et voilà ce que j'ai envie de dire sur Le Cerveau, j'ai tout dit. Un film pas si horrible que je le pensais parce que la deuxième partie sur la première. Un film aussi sauvé par le joli petit numéro de striptease de la nana qui m'a fait rester jusqu'au bout parce que j'aurais pu abandonner et vous dire, j'en étais là, hein, j'aurais pu vous dire, les gars, j'ai pas envie de parler de ce film parce que je tiens pas, et je l'ai pas revu en entier et je peux pas en parler si je l'ai pas vu en entier. C'est elle qui m'a fait passer les 3 premiers quarts d'heure. Mais dans sa globalité, si tu intègres une deuxième partie qui est plutôt bonne, voire excellente, et ben si tu fais une partie nulle et une partie excellente, ça fait un film moyen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Le Cerveau, pour vous, ça a la même valeur qu'un Corneau, qu'une Grande Vadrouille, qu'un Rabbi Jacob ou qu'une Folie des Grandeurs? Ou que l'As des As? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue, mais qui n'est pas forcément le point de vue ultime, ça n'est que le mien, de dire qu'il y a le Corneau, la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, la Folie des Grandeurs, là-haut, qu'il y a l'As des As un peu en dessous, et que tu as les autres, par là, dont Le Cerveau pour moi? Peut-être que je suis un peu trop sévère avec lui, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui aiment beaucoup Le Cerveau. Moi, je trouve que c'est un film très incomplet, et ça a même été reconnu par Daniel Thompson qui pense, effectivement à juste titre, qu'ils en ont peut-être trop fait pour un seul film, d'où son côté pas fini et hésitant. Ce qui est dommage, parce qu'avec un film plus cher que La Grande Vadrouille, ça a été forcément décevant pour tout le monde, y compris pour Gérard Houry, de passer de 17 millions de spectateurs
à 5,5. C'est juste qu'on peut pas faire 17 millions 2 fois. Mais 10 millions, c'était bien aussi. Et je pense qu'il y avait le potentiel pour refaire un nouveau succès tel que le Cornio. Gérard Houry savait parfaitement qu'il ferait jamais 2 fois la Grande Vadrouille. Mais de là à faire un tiers des résultats, voire un peu moins, je comprends que ça a été difficile, même si 5,5 millions, c'est quand même un beau succès, il faut le reconnaître. Si la vidéo vous a plu en tout cas, même si j'étais un peu méchant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu. Mettez vos petits commentaires avec les répliques du film que vous aimez. Et si vous n'avez pas de réplique préférée, vous avez juste à dire par exemple... Par la force du dragon! Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il est con! Et ça suffira. On se retrouve la semaine prochaine pour Le Gendarme se marie. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous et bonnes vacances si vous y êtes. Ciao.